Bonjour et bienvenue sur Algomius. Cette vidéo continue la série que commençait sur les bases de données, où nous avions déjà vu pourquoi au départ faire une base de données, comment la construire, comment rassembler les informations et comment construire le dictionnaire des données qui nous permet de lister toutes les données nécessaires à l'entreprise ou à l'organisation. Pour tout ça, je vous conseille de regarder la première vidéo si ce n'est déjà fait, puisque maintenant nous allons partir sur le modèle conceptuel des données tel qu'il est vu dans la vision de Meurize, de la méthode Meurize. Alors le modèle conceptuel des données, nous l'avons vu dans la première vidéo, il va s'articuler autour des données, comme son nom l'indique, et il va tenter de répondre à la question « quoi ?», à savoir que cherche-t-on à modéliser. Si par exemple nous cherchons à modéliser une commande, nous allons avoir besoin de modéliser les clients qui ont passé cette commande, nous allons avoir à modéliser les articles commandés, et nous rendons compte qu'il va devoir, par un moyen ou par un autre, nous allons devoir trouver un lien entre le client et les articles qu'il a commandés. Et c'est ça qui va constituer la commande. Donc le modèle conceptuel de données va aussi nous permettre de structurer les informations listées dans un dictionnaire de données. C'est-à-dire que pour l'instant, le dictionnaire de données contient tout ce que nous avons à modéliser, en vrac, listé dans l'ordre chronologique où nous les avons reçues les informations, et maintenant nous allons essayer de faire un tri là-dessus. Donc le but est d'organiser cela pour que nous puissions y accéder très facilement et retrouver très rapidement les informations dont nous avons besoin. Donc le modèle conceptuel de données répond à un formalisme et va nous permettre de devenir un outil de communication. En fait, à partir du moment où nous allons le construire, nous allons pouvoir le montrer aux personnes qui ont la connaissance métier, et en fait, ce document pourra être une base de discussion pour voir si le problème a été bien cerné, bien compris et bien modélisé, ou alors si en fait il y a un problème par rapport à l'organisation de l'entreprise dans le modèle et que nous pourrons directement rectifier. Son élaboration met en lumière certaines questions et permet la mise en place d'une base de données plus stable. Vous allez vous rendre compte qu'en construisant le modèle conceptuel des données, vous allez vous poser énormément de questions pour pouvoir justement mettre en place les différentes entités et les différentes associations. Ces questions pourront peut-être être répondues par des gens qui ont la connaissance métier, ou alors seront peut-être issues d'un problème de conception qu'il faudra revoir. Mais en tout cas, le modèle conceptuel de données mettra tout ça en lumière très rapidement et vous évitera de vous retrouver face à un blocage alors que vous avez déjà créé la base de données et qu'elle commence déjà à être alimentée en données. Plus tôt on arrive en fait à cerner le problème, moins on aura d'impact pour avoir une correction. Donc le modèle conceptuel de données, c'est avant tout un outil graphique qui va vous permettre de montrer un petit peu votre vision, comment vous voyez les données et dans quel angle d'attaque vous avez pris pour pouvoir les modéliser. Donc, qui dit graphique, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez prendre une feuille de papier blanche, un crayon, une règle, un stylo, vous pouvez parfaitement le faire comme ça. Il existe aussi des outils. Pour le modèle conceptuel de données, moi j'utilise l'outil Looping, c'est un outil gratuit qui a été, il me semble, développé par l'Université de Toulouse. C'est quelque chose d'assez complet, et en fait les exemples que j'ai faits dans cette présentation sont faits avec l'outil Looping. Je vous mettrai le lien vers l'outil en description. Donc par quoi commencer ? Eh bien, en fait, ce que nous avons recensé dans notre dictionnaire des données, c'est ce que nous appelons, au sens du modèle conceptuel des données, des propriétés. C'est-à-dire le nom client, le prénom du client, l'adresse du client, le numéro d'article, le nom de l'article, la désignation de l'article, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des propriétés. Maintenant, nous avons déjà vu, quand nous avons parlé des dépendances fonctionnelles, que quand on met à jour des dépendances fonctionnelles, on sent qu'il y a des propriétés qui doivent aller ensemble. On avait vu que par exemple l'adresse mail d'un client permettait de retrouver, ou le code client, permettait de retrouver toutes les informations du client, le nom, le prénom, l'email du client, et ainsi de suite. Par contre, il ne nous permettait pas de retrouver un article. En fait, on se base vraiment, l'adresse mail du client nous permet d'avoir les informations du client. Donc on a l'impression que toutes ces informations qui concernent le client devraient déjà être un petit peu au même endroit. C'est comme si vous rangez une pièce et vous dites, ben voilà, j'ai une étagère pour les livres, j'ai une étagère
pour les maquettes, j'ai une étagère pour, je sais pas, pour les mangas, et ainsi de suite. Déjà, vous faites quelque chose d'ordonné, et vous mettez ensemble ce qui a l'air d'aller ensemble. Et bien, c'est exactement ce qu'on va chercher à faire dans les dictionnaires de données, dans les dépendances fonctionnelles, et dans le modèle conceptuel de données, où on va essayer de regrouper toutes ces propriétés. Donc les propriétés ont un type, ont une longueur, et doivent parfois respecter un certain formalisme. En effet, par exemple, si on reparle du code postal, le code postal, c'est un chiffre sur 5 positions, dont les 2 premiers représentent le département. Hein, ça, c'est une règle de gestion, c'est le formalisme qui est appliqué au code postal. On reste encore sur la notion de propriété avec l'identifiant. L'identifiant ou la clé, on peut l'appeler indifféremment, c'est une propriété spéciale qui permet de retrouver toutes les informations de la même entité. Donc en fait, l'identifiant ou la clé, on l'a déjà mis à jour quand on a parlé des dépendances fonctionnelles. L'identifiant est en fait une propriété qui permet d'identifier de manière unique l'objet dont on parle. Par exemple, l'adresse mail identifie une personne, un code article identifie un article. Donc, l'adresse mail, le numéro de client ou le numéro d'article sont des très bons candidats pour faire une clé, un identifiant. Parce qu'on est sûr, quand on a un numéro d'article, qu'on va retrouver de manière unique et sans ambiguïté un article. On n'aura pas, à partir d'un numéro d'article, une liste d'articles et on va dire oh, ben, ce numéro il correspond à 3-4 articles. Non, à un numéro d'article correspond un article. À une adresse mail correspond une personne, et ainsi de suite. Donc on va parler de la notion d'entité, justement. On a commencé à parler de la notion de regroupement. On va regrouper les propriétés qui ont l'air d'aller ensemble. Et dans quoi on va les regrouper? Eh bien, on va les regrouper dans quelque chose qu'on appelle une entité. Donc en regroupant les propriétés, nous avons fait apparaître des ensembles de propriétés. Ça, nous l'avons vu un petit peu, quand nous avons parlé des dépendances fonctionnelles. Nous avons vu que les informations du client, eh bien, il y a quelque part où elles vont devoir aller ensemble. Si à partir du code client, on arrive à récupérer le nom, le prénom et l'adresse, eh bien ces informations devraient être au même endroit. On peut faire le même travail pour l'article. Un numéro d'article permet d'identifier la désignation de l'article, le prix de l'article. Mais vous voyez par exemple que quand un client commande un article, eh bien la quantité d'articles commandés n'est ni une propriété de l'article, puisqu'un numéro d'article ne pourra pas retourner une quantité de ce même article, et n'est ni un problème, n'est ni une propriété du client, puisqu'un numéro de client ne peut pas non plus identifier une quantité. Donc, vous voyez déjà que les propriétés vont se situer à des niveaux différents. Donc, ces regroupements sont appelés des entités. Donc là, dans l'exemple, j'ai créé une entité client, qui est identifiée par un numéro de client. Donc l'identifiant est en gras et souligné, c'est un formalisme. Et ça permet de dire qu'à partir du numéro de client, on arrive à retrouver le nom du client, le prénom du client et l'adresse du client. Donc cette entité reprend 3 propriétés, le numéro de client, le nom client, l'adresse et le prénom. Et tous les clients partagent ces propriétés. Donc tous mes clients de mon entreprise doivent me renseigner ces 4 propriétés. Donc une entité peut avoir une clé qui identifie chaque occurrence de l'entité, ça on vient de le voir. Ici notre clé c'est le numéro de client, et à partir du numéro de client, on peut retrouver toutes les informations du client. On va parler d'une association, qui est un concept qui va nous aider à trouver le lien entre 2 entités. Là, je vous ai expliqué avant qu'avec le numéro de client, on pouvait retrouver les informations du client, avec le numéro d'article, on pouvait retrouver les informations de l'article. Mais à partir du moment où un client achète un article, et bien là, vous sentez qu'il doit y avoir un lien entre l'article et le client, pour pouvoir désigner quel article a été acheté par quel client. Et bien c'est là qu'entre en jeu le concept d'association, et cette association va justement faire le lien entre 2 entités. Les associations sont souvent représentées par un verbe d'action, alors que les entités sont souvent représentées par un nom commun. Hein, on l'a vu, les entités qu'on a créées, on a créé un client, on a créé un article, ce sont des noms communs, ce sont les objets que nous manipulons. L'association, par contre, elle va plutôt être un verbe d'action. Par exemple, un client achète un article, donc l'association sera dans ce cas-là achète.
On peut prendre d'autres exemples aussi. Un vacancier loue une chambre d'hôtel. Donc là aussi, on peut par exemple avoir un vacancier d'un côté, qui va se rapprocher très près de la notion de client. On va avoir les chambres d'hôtel d'un autre côté, qui peuvent par exemple être identifiées par un numéro de chambre et l'hôtel dans lequel est la chambre. Donc là, on aurait un peu une clé composée également. Et on aurait loue, le verbe d'action, pour savoir que le vacancier a loué telle chambre. Enfin, on pourrait utiliser aussi l'exemple d'un nouveau tome sort dans la série One Piece, donc One Piece qui est une grande série de mangas. On a un nouveau tome qui sort dans la série, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, dans ce cas de figure, qu'on aurait la liste des tomes, qu'on aurait la série, et que, en fait, le nouveau tome créé serait associé à la série pour dire, voilà, ce nouveau tome appartient à cette série. Encore une fois, on a une association avec un verbe d'action, est associé entre deux entités qui sont représentées par des noms communs, les tomes de manga et les séries de manga. On va parler un peu de la notion de cardinalité aussi. La cardinalité des associations, en fait, nous permet de savoir combien de liens partage chaque entité avec une association. On peut les trouver en posant les questions suivantes. Combien d'articles le client peut-il acheter au minimum? Combien d'articles différents, j'entends? Et combien d'articles le client peut-il acheter au maximum? Et en fait, la cardinalité va nous donner la fourchette. On doit évaluer toutes les branches de l'association, et ça nous permet, la cardinalité suivante qui est donnée sur cet exemple, ça veut dire que le client peut acheter 0 ou n articles, et l'article peut être acheté 0 ou n fois par des clients différents. Alors, on peut déjà débattre un petit peu de ce genre de cardinalité, sur lequel reposent des informations. On considère que on peut avoir un client qui n'a encore acheté aucun article. Si on considère par contre en règle de gestion qu'un client ne devient que client à partir du moment où il a fait la première commande, eh bien la cardinalité de gauche 0n, ici, deviendrait un n. Ce que cela nous permet de faire quand on a 0n, c'est de dire par exemple qu'on a encore nos prospects dans notre base de données, c'est-à-dire c'est des gens qu'on a contactés mais qui n'ont encore rien acheté chez nous, d'où le 0, c'est de dire qu'ils n'ont encore passé aucune commande. Donc les cardinalités, c'est quelque chose qui amène, ce sont deux chiffres, mais qui amènent énormément d'informations. Si par exemple, je vais prendre un autre exemple, pour cela je vais prendre looping, pour qu'on voit directement comment on peut faire ça. Non. Imaginons que j'ai 3 entités. Vous allez voir un petit peu comment se passent les cardinalités. J'ai une entité cheval, j'ai une entité jument, vous voyez où je veux en venir, et là j'ai mon poulain. Ok. Ce que je veux suivre, c'est la lignée, l'affiliation de mon poulain. En fait, pour cela, il me suffit de créer une association ici, que je vais appeler pair. Donc on garde la notion de verbe d'action dans les associations, et on garde la notion de nom commun pour les entités. Je relie directement mes associations à mes entités. Et là, je peux commencer à me poser les questions sur les cardinalités. Donc, est-ce qu'un cheval peut... Combien un cheval a-t-il au minimum d'enfants? On peut considérer qu'un cheval n'a pas eu d'enfants pour l'instant, donc on va lui laisser à 0. Il peut être aussi le père de plusieurs enfants. Donc la cardinalité 0n, elle correspond bien à ce qu'on essaye de visualiser. Le poulain, lui, par contre, n'a qu'un seul père. A un et un seul père. Il a un minimum un père, il a au maximum un père. Pour ce qui est du côté de la jument, c'est exactement pareil. Une jument peut avoir 0 poulain ou avoir donné naissance à plusieurs poulains, donc la cardinalité 0n ici est respectée. Mais par contre, le poulain ne peut avoir qu'une et une seule jument comme mère. Donc vous voyez qu'en fait, les cardinalités représentent seulement quelques chiffres sur des associations, mais permettent en fait de transporter énormément d'informations. On va voir un petit peu les associations, cette fois-ci, peuvent aussi porter des informations.
on l'a vu en fait que les entités avaient des propriétés. On peut se poser la question, est-ce que les associations peuvent avoir des propriétés? On y a déjà un petit peu répondu, puisqu'on a déjà vu un petit peu ce cas de figure. Donc dans le cas suivant, comment symboliser le nombre d'articles achetés par le client? Je vais juste remettre en grand. Nous avons un client et un article, et nous savons qu'un article achète un client. Nous avons un client qui achète un article. Comment mettre la quantité? Quelle quantité d'articles achète ce client? Eh bien, vous vous rendez compte que la quantité, comme nous l'avons vu avant, la quantité n'est pas une information du client. Avec un numéro de client, on récupère le nom, l'adresse, mais on ne peut pas récupérer une quantité. Avec l'article, pareil. Le numéro d'article nous permet d'avoir la désignation et le prix de l'article, mais par contre ne nous permet pas de ramener une quantité. En fait, c'est l'association du client qui va acheter un article qui va mettre à jour qu'il y a une propriété dans cet achat qui est le nombre d'articles achetés. Et donc, en fait, cette quantité d'articles achetés doit se retrouver sur l'association. Puisqu'elle n'est pas une information du client, elle n'est pas une information de l'article, mais elle est d'une information de l'achat de cet article par ce client. Donc, on sent bien que la quantité est une information qui est en fait identifiée par à la fois l'article et à la fois le client. Donc, essayons de comprendre les limites de cette association. Donc, on a un client qui peut acheter un article, qui peut acheter plusieurs articles, et pour chaque fois, on a une quantité. Un client peut-il acheter une certaine quantité d'un article, mais que se passe-t-il s'il revient le lendemain pour acheter le même article? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, on va essayer de la répondre directement en prenant un tableur. Ici. Que se passe-t-il? En fait, ce qui se passe, je vais juste faire un peu plus grand. On a ici notre client, et on a ici des articles. Ok? J'ai mon client qui s'appelle John, qui a acheté un marteau, qui a acheté des vis, et qui a acheté un club de golf. Voilà. Ça, c'est à chaque fois John. Donc, là, vous avez la quantité. Il a acheté un marteau, il a acheté 100 vis, et il a acheté 5 clubs de golf. Très bien. Maintenant, que se passe-t-il s'il revient le lendemain et qu'il réachète un marteau? En fait, vous voyez que l'association John-marteau, enfin, client John, article marteau, existe déjà, et une quantité est déjà fixée. Donc on ne peut pas en mettre une deuxième. Donc quelle est la question qui va se poser? C'est est-ce qu'on remplace la valeur 1 par la nouvelle quantité de marteau que John va acheter? Ou est-ce qu'on essaie de trouver une solution, peut-être, qui permet au client de revenir plusieurs fois acheter des articles différents? Eh bien, la deuxième solution est naturellement la meilleure. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de permettre au client de revenir plusieurs fois et d'acheter le même article. Et pour cela, en fait, il suffit de rajouter un troisième identifiant qui sera la date et l'heure. Et à partir de ce moment-là, eh bien, John peut être venu hier pour acheter un marteau. Il en a été content et il revient le lendemain pour en acheter 3 autres. Ok? Cette fois-ci, la quantité est en fonction du client, de l'article et de la date. Et donc, ça permet d'avoir ça permet de différencier en fait les différentes quantités et de les stocker dans notre base de données. Donc, quelle implication cela a sur notre modèle conceptuel des données? Eh bien, en fait, cela donne naissance à une association ternaire. Donc, nous ne voulons plus identifier seulement l'achat par le client et l'article, mais nous voulons aussi donner la notion de date-heure, afin de pouvoir différencier quand un client réachète le même article. Et cela se traduit comme ça en modèle conceptuel des données. Cette fois-ci, nous n'avons plus une association liée à 2 entités, mais cette fois-ci, elle est liée à 3.
Donc nous avons toujours en termes de cardinalité que le client peut acheter ou ne peut pas ou n'a pas encore acheté d'article ou a déjà passé commande pour plusieurs articles. L'article, lui, peut ne pas avoir été acheté, parce que c'est un article dont personne n'a besoin, ou alors il a été acheté N fois. Et cette fois-ci, la quantité achetée est en fait dépendante de la date et de l'heure, qui permet donc bien de différencier les différents achats du client. Voyons encore une dernière façon de créer une association, cette fois-ci avec l'association réflexive. On appelle une association réflexive, en fait, quand l'association a des deux côtés la même entité. Donc elle associe deux occurrences de la même entité. Donc quels sont les cas où on peut avoir ce genre d'association? Eh bien on imagine que le vendeur essaye de mettre en place un parrainage. Et donc un client peut parrainer un autre client. Là vous voyez en fait que les deux clients, les deux personnes mises en jeu par l'association sont toutes les deux des clients. Donc sont toutes les deux dans l'association client. Mais il y a un des clients qui parraine un autre client. Donc là, pour expliquer un petit peu ce qui a été fait, pour expliquer aussi un petit peu les cardinalités, et dans quel sens ça va, c'est-à-dire qu'un client peut avoir été parrainé ou ne pas avoir été parrainé. Donc un client a au minimum 0 parrain, au maximum 1 parrain. Ok, il ne peut pas avoir été parrainé par plusieurs personnes. Donc la cardinalité dans ce sens est 0,1. Par contre, dans l'autre sens, un client peut très bien ne pas avoir parrainé d'autres clients, mais il peut aussi en avoir parrainé plusieurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec la cardinalité 0n. Ok. Donc là, en fait, on commence à avoir un petit schéma qui s'est construit petit à petit. On s'est rendu compte qu'on est arrivé à différencier nos entités, les entités clients, les entités articles. On a aussi sorti la date et l'heure pour permettre aux clients d'acheter le même article à plusieurs reprises. Et on a permis, avec une association réflexive, de créer un système de parrainage entre les clients. Donc on commence à avoir un modèle qui a déjà pris un petit peu de l'ampleur. Voilà un petit peu l'introduction sur ce modèle conceptuel de données. Nous sommes partis du dictionnaire des données, comme nous l'avons vu à la dernière vidéo. Nous avons repris les différentes propriétés qui ont été listées, et nous avons essayé de les grouper dans des entités. Nous sommes partis par la notion de dépendance fonctionnelle, qui nous a beaucoup aidé, qui a permis de mettre en place les clés ou les identifiants des entités, ces fameuses clés qui permettent d'identifier de façon unique une occurrence de notre entité. Enfin, nous avons vu que nous avons construit petit à petit, avec les différents outils, un modèle qui comprend plusieurs entités. On a essayé d'associer ces entités pour montrer qu'il y avait un lien entre les deux. Nous avons montré aussi un petit peu comment fonctionne une association, quelles peuvent en être les limites et comment solutionner les problèmes pour dépasser ces limites. Et nous avons vu aussi le cas particulier d'une association réflexive. Donc à partir de ces outils, on se rend compte qu'on va pouvoir créer des systèmes assez complexes. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit aussi qu'on s'est posé pas mal de questions. On a expliqué les cardinalités, ces cardinalités qui donnent beaucoup d'informations. Et petit à petit, en fait, en passant maintenant par les couches successives de Murid, nous allons voir que ce modèle va évoluer, va prendre systématiquement des informations supplémentaires pour arriver jusqu'au bout à créer une base de données robuste, fiable et qui va nous donner un bon temps de réponse. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite encore une fois une bonne journée et à bientôt pour voir la suite de l'évolution de notre base de données.